Les premières leçons sont consacrées au concept de l'inconscient. Alors le mot inconscient, il n'est pas propriété de la psychanalyse, c'est un mot courant, banal. Dans le sens courant, ça veut dire ce qui est privé des attributs de la conscience. Et donc, jusqu'à aujourd'hui encore, puisqu'il arrive régulièrement que des gens qui ne sont pas du tout psychanalystes expliquent quelle est leur conception à eux de l'inconscient. Et déjà à l'époque, un auteur avait fait une étude pour répertorier dans les sens sous lesquels le mot inconscient avait été pris, et il en avait répertorié déjà une quantité très importante. En effet, si l'inconscient est défini comme ce qui est privé des attributs de la conscience, alors on met tout ce qu'on veut. Ça ne constitue pas l'inconscient comme un concept. C'est un attribut simplement qu'on accorde à tout ce qui n'a pas les attributs, qui n'a pas les propriétés de la conscience. Ce qu'a découvert Freud, ça n'a rien à voir avec ça. Freud a fait une découverte qui concerne le sujet parlant, l'être parlant, le sujet qui parle. C'est chez le sujet qui parle qu'il a découvert quelque chose qu'il a appelé inconscient. Alors, de quoi s'agit-il? Quand le sujet parle, dans toutes les circonstances, mais c'est étudié spécifiquement par le dispositif analytique, le sujet qui parle ne sait pas vraiment ce qu'il dit, une partie de ce qu'il a à dire lui échappe, la parole est plus rapide que lui, il fait des lapsus, il a des oublis, quand vous avez parlé, il y a encore à prendre en compte toutes les intentions qui vous ont animé dans ce discours. Donc il faut revenir là-dessus, etc., etc. Donc il y a toujours, dans toute parole, il y a une moitié qui échappe. Et c'est ça le fondement de l'inconscient. Que Lacan formule à un moment dans une leçon du séminaire en disant l'inconscient, ce sont les effets de la parole sur le corps. Parce qu'en effet, cette question du sujet qui parle doit être envisagée à partir d'un sujet qui a un corps. Donc c'est à ce titre-là il peut parler des effets de la parole sur le corps. Donc c'est ça qui définit l'inconscient freudien. C'est l'inconscient qui est la propriété de l'être de parole qu'est le sujet. Et je reviens là-dessus avec en effet tous les achoppements, les oublis qui accompagnent la parole, les lapsus, les reprises. D'une manière générale, l'inconscient c'est ça. Ce sont ce que Lacan va appeler un peu plus tard, il va donner ça comme titre à un de ses séminaires, il va appeler ça l'unbewusst, pour transcrire le mot allemand de l'inconscient qui est l'unbewusst. Il va appeler ça en français unbewusst, justement pour se débarrasser de la référence au conscient. Bon. Nous avons quand même conservé le terme d'inconscient, même si Lacan plus tard lui a substitué un terme propre qui est celui de par-l'être. Fondamentalement, c'est cela. Ce sujet de l'inconscient, ce sujet qui parle, qui a un inconscient, c'est-à-dire dont la parole lui échappe, qui est soumis à sa parole, là où il croit en être le maître, hein. Ce sujet, alors là en relation avec les interrogations de Lacan sur les rapports de la psychanalyse avec la science, Lacan revient une nouvelle fois dans ce séminaire, il l'a fait auparavant plusieurs fois, il revient sur le cogito cartésien. Pour considérer que l'invention freudienne de la psychanalyse n'a pu être concevable qu'à partir du moment où a émergé le cogito cartésien, le sujet
cartésien. Et le sujet de l'inconscient, le sujet auquel on s'adresse dans la psychanalyse, c'est le sujet du cogito, le sujet cartésien. Et donc, en complément de ceci, Lacan considère que la psychanalyse n'est pas concevable avant l'émergence de la science, puisque la science elle-même, elle est la conséquence de l'apparition d'une nouvelle modalité du sujet qui est le sujet cartésien. Pourquoi ce rapprochement pourrait paraître un peu surprenant? En fait, quand on regarde de près, on voit que tout ce qui peut justifier cela, c'est que le sujet cartésien est privé de tout attribut. C'est le sujet du cogito, réduit au caractère ponctiforme du cogito. Il n'a aucun savoir. Le sujet de la science, c'est le sujet qui fabrique la science. C'est le savant. Le savant, le savant de la science moderne, si vous voulez, eh bien, il opère, lui, en tant que sujet, réduit à un vide. Il n'intervient pas en tant que sujet dans la production du savoir scientifique. C'est la condition d'émergence de ce savoir très particulier à partir du XVIIe siècle. C'est-à-dire c'est un savoir qui est privé de toute attenance subjective, alors que jusque-là, dans le passé, avant le XVIIe siècle, toute production de savoir, même très élaborée, était toujours conservait toujours des attenances subjectives. C'est avec l'émergence de ce sujet très particulier, le sujet cartésien, que peut naître ce discours particulier qui est celui de la science. Et pareillement dans la psychanalyse n'est possible qu'à partir d'un sujet qui peut se séparer du savoir. Et l'opération analytique, ça consiste en ça. C'est un sujet qui vient encombrer de tout son savoir, le savoir qui l'a constitué, ses identifications, etc. Et l'opération analytique, elle est possible parce que cette séparation peut se faire. Un sujet traditionnel, le sujet du monde ancien, le sujet chinois, japonais, ou même le sujet du Moyen-Âge, ne pouvait pas se séparer du savoir. Le savoir et le sujet avaient des liens, maintenaient des liens